L'histoire qui suit s'est passée dans les années 60. Depuis l'ouverture de ma chaîne, vous avez été plusieurs à me demander de parler de cette histoire, notamment depuis que j'ai parlé de l'histoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr du Québec, ou encore les dessous de Dylan School. Au début, je n'étais pas très encline à en parler puisque c'est pas un sujet méconnu de YouTube ou encore du true crime, mais à ma dernière vidéo, vous m'avez encore demandé d'en parler. Alors j'ai décidé de faire des recherches pour vous présenter cette vidéo d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire de Sylvia Likens. Sylvia Likens est née le 3 janvier 1949 à Lebanon, en Indiana, aux États-Unis. C'est le troisième enfant de Lester Likens et d'Elizabeth Likens, qui en tout auront 5 enfants, dont 2 jumeaux, Diana et Daniel, qui ont 18 ans. Ensuite, Sylvia, qui est fille unique, donc elle n'a pas de jumeaux ni de jumelles. Puis, par la suite, ils vont avoir Jenny et Benny, qui ont 15 ans, donc 1 an de moins que Sylvia au moment des faits. La famille Likens a toujours vécu dans un environnement très instable, que ce soit socialement, par l'éducation également, ou encore financièrement. En effet, les 2 parents étaient forains, ce qui forçait toute la famille à déménager toujours plusieurs fois par année pour pouvoir poursuivre le carnaval où est-ce que les 2 parents travaillaient. Donc, ils travaillaient dans le restaurant, ils vendaient de la liqueur et de la nourriture pour le restaurant. En 1965, donc, les parents commencent à se poser de plus en plus de questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait de nos filles. On aimerait pouvoir leur donner une meilleure éducation qu'une éducation où est-ce qu'elles se promènent de ville en ville tout le temps. Elles doivent toujours changer d'école. Elles sont très instables avec leurs amis, leurs professeurs. Et pour nos filles, on veut leur donner le mieux qu'on peut. En plus d'avoir une éducation très instable, autant financièrement qu'à l'école, les parents commençaient à être de plus en plus inquiets concernant Jenny, parce que Jenny avait la polio, donc le poliovirus. C'est un virus qui se contracte d'une personne à une autre. Et les symptômes peuvent devenir très graves, ça dépend encore une fois des personnes. Pour Jenny, ça a été moins pire parce qu'elle n'avait que de la difficulté à marcher avec une seule jambe, mais beaucoup de gens qui peuvent avoir la polio, donc le poliovirus, peuvent devenir paraplégiques. Donc, il y a des membres qui ne peuvent plus fonctionner. Par chance, dans sa malchance pour elle, Jenny avait de la difficulté avec une seule jambe, ce qui faisait en sorte qu'elle devait marcher avec une attelle en acier. Donc là, les parents, ils trimballent leur fille de ville en ville. Jenny a beaucoup de la misère à les suivre. Et là, il y a beaucoup de chicanes qui vont éclater au sein du couple. Et on sait qu'en 1965, les 2 parents vont se séparer comme ils avaient l'habitude de faire. Ça, c'est quelque chose qui était pas très différent de d'habitude. Les enfants étaient très habitués. Les parents se séparaient et revenaient ensemble, ils se séparaient et revenaient ensemble encore. Donc en 1965, on sait que Lester va quitter Indiana pour continuer le travail de forain, tandis qu'Elizabeth, elle va se prendre un appartement avec ses 2 filles, donc Sylvia et Jenny. Le 3 juillet 1965, Betty, donc Elizabeth, la matriarche de la famille, va se faire arrêter pour vol et va être conduite au poste de police le plus près. Et Sylvia et Jenny vont être seules dans l'appartement. Elles vont être très contentes, faites-vous-en pas. Elles vont se promener dans la ville, elles vont vivre comme si elles étaient 2 jeunes femmes qui venaient de découvrir la vie. Et elles vont faire la rencontre d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Darlene McGuire. Et elle, Darlene, elle connaît beaucoup de monde dans la ville. Elle va leur présenter une jeune fille qui s'appelle Paula Banisuski, qui va devenir très vite amie avec Sylvia. La même journée, soit le 3 juillet, Paula va donc inviter Jenny et Sylvia à venir chez elle. Pourquoi pas? Les 2 filles vont s'y rendre et ils vont se rendre compte que Paula a beaucoup de sœurs. Oui, en effet, dans la maison, ils étaient 7 enfants, dont 4 filles, ce qui est vraiment quand même assez le fun pour Jenny et Sylvia. Elles se ramassent avec beaucoup de sœurs.
Là, pendant la journée, la soirée, Paula, Sylvia, Jenny et les autres sœurs Baniszewski vont boire du soda, vont écouter de la musique, vont parler de garçons, parler de sujets d'adolescents, là, comme on a tous fait. Et Sylvia, par la force des choses, va parler un peu de sa situation, donc de ce qui se passe là, dans sa famille en ce moment. Sa mère est en prison, son père est pas là, ils peuvent pas le rejoindre, elles sont seules. Et c'est à ce moment-là que Paula va inviter Jenny et Sylvia à venir dormir à la maison. Donc du 3 juillet au 4 juillet, elles vont dormir chez les Baniszewski. Ça va être encore là un party, là, elles vont boire du soda et s'amuser encore et parler de garçons. Et le 4 juillet, donc le lendemain matin, Lester revient en ville pour venir rejoindre sa famille là, et il se rend compte qu'il n'y a personne à l'appartement. Donc il se demande et il finit par savoir que Betty, donc sa femme, est en prison. Et là, il va se mettre à chercher ses filles et selon mes recherches, il va croiser Darlene McGuire et c'est elle qui va lui dire que ses 2 filles sont chez les Baniszewski. Donc, il va se rendre chez les Baniszewski et lorsqu'il va frapper à la porte, il va tomber sur la matriarche de la famille. Donc, Gertrude Van Fossen est née le 19 septembre 1929 à Indianapolis, aux États-Unis. C'est donc la 3e enfant d'une famille très dysfonctionnelle, on va se le dire. Avec la mère de la famille, il n'y a jamais vraiment eu de relation entre elle et ses enfants et encore moins entre elle et Gertrude. Gertrude a toujours été beaucoup plus proche de son père que de sa mère. Et vraiment, là, ils faisaient des sorties ensemble, il n'y avait même pas besoin de se parler, ils se comprenaient. Et malheureusement pour Gertrude, le premier traumatisme qu'elle va subir, ça va être à l'âge de 11 ans, lorsque son père meurt d'une crise cardiaque devant elle, sur elle. Ça va vraiment creuser un très très gros fossé là, entre elle et sa mère, déjà que la situation, la relation était très instable. Là, ça va être encore pire. Et durant les 5 prochaines années, les 2 femmes ne se parleront pas vraiment. Et Gertrude va finir par abandonner l'école à l'âge de 16 ans pour emménager avec un homme à l'âge de 16 ans, se marier à 18 ans. Et commencer à fonder une famille. Elle va donc se marier avec John Baniszewski, qui lui est un député. Puis durant les 10 prochaines années, ils vont avoir 4 enfants ensemble. Lorsque Gertrude a 28 ans, elle va demander finalement le divorce puisqu'elle est victime de violences conjugales par son mari John qui boit un peu trop. Il aime beaucoup la bouteille et elle va finir par obtenir le divorce. Et seulement quelques mois après son divorce avec John Baniszewski, Gertrude va commencer une relation avec un homme du nom d'Edward Guthrie et ils vont se marier très rapidement. Seulement 3 mois plus tard, Edward va demander le divorce parce qu'il n'aime finalement pas tant que ça se retrouver avec autant d'enfants dans ses pattes. Gertrude en avait 4 et c'était elle qui avait la garde. Quelques mois plus tard, John et Gertrude vont donc revenir ensemble, ils vont avoir 2 autres enfants ensemble et finalement en 1963, ils vont se divorcer et ce sera le divorce final. Ils vont divorcer en termes assez moyens, c'est pas un très beau divorce, c'est pas un très mauvais divorce non plus. On sait que John, dans toutes les relations que Gertrude va avoir eues, ça va être lui qui va payer le plus de pensions, là. Je veux dire qu'il va vraiment être à jour là, dans ses pensions. Il n'y aura pas de misère à aider Gertrude de ce côté-là, même si la pension n'était pas très grande, au moins il payait. Et dans la même année de son divorce, en 1963, Gertrude va commencer une liaison avec un homme de 10 ans de moins qu'elle, donc il a 23 ans. Il s'appelle Dennis Lee White et il a 10 ans de moins qu'elle. Leur relation va pas durer très longtemps. Elle va tomber enceinte une première fois de lui. Elle va faire une fausse couche. Puis, elle va retomber encore enceinte de lui et elle va mener cette grossesse à terme. Le bébé s'appellera Dennis Lee Jr. White. Et quelques temps là, après l'accouchement de Dennis Jr., Dennis Senior va quitter Gertrude. Là, il va revenir une fois de temps en temps dans le décor, mais pas tant que ça. Et il payera pas de pension, là, donc il va très peu aider Gertrude, que ce soit financièrement ou encore physiquement là, avec le bébé. En tout, on sait que Gertrude Baniszewski a eu 13 grossesses, elle a eu 6 fausses couches et elle a mené 7 grossesses à terme. Donc en 1965, là, au moment de notre affaire, eh bien, Gertrude est en dépression chronique, encore pas diagnostiquée, elle ne va vraiment pas bien.
Financièrement, c'est horrible. Elle n'a pas assez d'argent pour nourrir toute sa famille, tous ses enfants. C'est un stress de plus. Et on va le voir au fur et à mesure là, de la vidéo que tout ça, là, tout ce que Gertrude avait dans la tête, là, ça va vraiment finir par la rendre paranoïaque. Et là, Gertrude tombe nez à nez avec Lester Likens. Il cherche ses deux filles et en effet, ces deux filles étaient bel et bien chez elle. Et bon, elle va le faire rentrer, ils vont commencer à discuter ensemble et là, Lester va lui parler de sa situation. C'est un forain, il doit déménager très souvent et ben il cherche justement une famille ou encore un centre, une maison qui pourrait héberger ses filles jusqu'en novembre parce que novembre 1965, il devait revenir à Indianapolis, donc il aurait repris ses filles entre-temps. Et là, ben Gertrude, il y a une idée qui lui vient de son esprit et elle se dit pourquoi pas offrir son aide. Donc elle va offrir son aide à Lester de prendre ses deux filles pour 20 $ par semaine, s'occuper d'elles et veiller à ce qu'elles aillent à l'école. Et Lester va accepter. En effet, Gertrude, elle a 7 enfants, elle vit dans une maison, ça semble assez nickel quand même, là, et il n'y a pas à s'inquiéter. Il voit qu'elle a un bébé dans ses bras et qu'il semble en très bonne santé. Donc pourquoi il s'inquiéterait? Et là, ben sur ce, le 4 juillet 1965, Lester Likens va donner un dernier bisou à ses deux filles, à Sylvia et à Jenny. Il va leur dire au revoir. Elles vont lui dire au revoir avec un immense sourire aux lèvres. Et ce sera le début du cauchemar. Pendant la première semaine chez les Baniszewski, ça se passe super bien. Sylvia aide du mieux qu'elle peut dans les tâches ménagères pour pas empiétrer là, sur la vie des Baniszewski. Gertrude, elle veut la calmer, elle veut un peu lui enlever d'un certain poids sur les épaules, ce qui est tout à fait normal. Elle élève quand même 7 enfants toute seule. Ça se passe super bien là, vraiment entre les enfants, entre Gertrude et Sylvia et Jenny. Par contre, là, où est-ce que ça va commencer à se corser? C'est à la 2e semaine où Sylvia et Jenny sont dans la famille. En effet, Gertrude ne reçoit pas le chèque à temps. La journée qu'elle devait recevoir le chèque, le jeudi, elle ne le reçoit pas. Et là, elle est vraiment en colère. Elle pense qu'elle s'est fait berner par Lester. Elle pense qu'il lui a complètement menti. Et elle va donc se tourner vers Sylvia et Jenny. Elle va leur demander de monter à l'étage à sa chambre. Elle va refermer la porte derrière elle. Elle va leur demander de se mettre sur le ventre sur son lit. Elles vont baisser ses culottes et elle va se mettre à les frapper avec une pagaie. Je vous montre en photo qu'est-ce qu'une pagaie. Elle va frapper plusieurs fois sur les fesses des jeunes filles pour les punir du mensonge de leur père. Quelques jours après avoir été battus par Gertrude, Lester et Elizabeth Likens vont rendre visite à leur fille et durant la rencontre avec leur fille, eh bien aucune des deux va mentionner que Gertrude les a battus avec une pagaie sur les fesses. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun des deux parents qui sait ce qui se passe réellement. Elles vont simplement leur dire que c'est super le fun, qu'ils n'ont vraiment pas à s'inquiéter. Au fur et à mesure des jours, donc les jours suivants, Sylvia va se rendre compte qu'elle n'a pas l'équitabilité entre elle et les enfants Baniszewski et même entre elle et sa sœur. Gertrude s'arrange souvent, presque toujours en fait, pour que Sylvia n'ait rien. Donc elle va donner de l'argent aux autres enfants pour qu'ils aient au dépanneur s'acheter des bonbons ou encore des breuvages et Sylvia n'a rien. Donc Sylvia va donc avoir l'idée avec Jenny de faire les poubelles des voisins pour ramasser des canettes et aller remplacer les canettes contre de l'argent. Et elles vont se ramasser de l'argent, elles vont donc aller au dépanneur et elles vont revenir chez les Baniszewski avec des bonbons et des boissons. Lorsque Gertrude et Paula vont tomber sur ces bonbons et ces boissons, elles vont immédiatement traiter Sylvia, et non Jenny, attention, Sylvia de voleuse, ce qui va faire en sorte que Gertrude va se fâcher. Et on sait que le mensonge dans la religion est un des péchés capitaux qu'il faut absolument abolir, bannir et détruire. Et elle va donc se mettre encore une fois à frapper Sylvia de toutes ses forces pour la punir de ce péché. Le dimanche suivant, la famille Baniszewski, Sylvia et Jenny sont donc invitées
à un grand festin qu'organisait leur église. C'était un festin gratuit. Il y avait beaucoup de nourriture. C'était vraiment là, une fête, là, un party là, entre chrétiens. Et ils vont y aller. Et lorsqu'ils reviennent un peu plus tard, là, vers la fin de l'après-midi, il y a Mary et Paula qui vont aller se plaindre à Gertrude que pendant le party, la fête, ils ont vu Sylvia au festin en train de manger comme jamais elle ne l'aurait vu manger. On aurait dit là qu'elle n'avait pas mangé depuis des mois et des mois tellement qu'elle avait englouti de choses et même qu'elles auraient dit qu'elles trouvaient ça vraiment dégoûtant là, à quel point Sylvia avait trop mangé. Et là, Gertrude va encore une fois se fâcher et elle va frapper Sylvia encore et encore là, du plus fort qu'elle le peut. À un moment, Gertrude a entendu Sylvia et Paula discuter ensemble et Sylvia a raconté que l'été d'avant, elle avait rencontré un garçon et qui était devenu son copain d'été et qu'à un moment, ils se sont couchés un à côté de l'autre et ont commencé à s'embrasser et Sylvia disait à quel point ça avait été une expérience super intéressante, super le fun. Et là, Gertrude a profité de cette conversation-là, de cette bride de conversation-là qu'elle avait entendue pour sous-entendre que Sylvia était enceinte. Donc, elle est allée voir Sylvia et elle lui a dit, eh bien, en effet, hein, tu commences à grossir du ventre, là. Je pense que tu es enceinte. Parce qu'il faut vraiment faire attention, hein. Quand on embrasse un garçon, on peut tomber enceinte, là. Et Sylvia avait semblé la croire et elle a commencé à paniquer. Et là, Gertrude a commencé à la frapper dans le ventre et dans les parties génitales pour, soi-disant, tuer l'enfant. Un soir, Gertrude, Paula et Randy Lepper étaient en train de souper. Sylvia est donc venue s'installer à table. Et là, on sait que Gertrude, Paula et Randy ont forcé Sylvia à manger un hot dog avec full trop de mayo, de ketchup, de moutarde, de relish. Vraiment, vraiment beaucoup d'épices également. Et elle a fini par le manger de force et elle l'a vomi. Ce qui a fait en sorte que Gertrude l'a forcée à manger ce qu'elle venait de vomir. Une journée à l'école, Stéphanie Banisiewski va marcher d'un pas très très en colère vers Sylvia et elle va donc s'arrêter devant elle et lui demander si c'est vrai que c'est elle qui a parti la rumeur. Oui, la rumeur comme quoi Stéphanie vendrait ses services comme prostituée et qu'elle n'était plus vierge. Et là, Sylvia, elle avait pas compris c'était quoi cette rumeur-là et elle aurait dit oui, c'est moi qui a parti cette rumeur-là. Et Stéphanie l'aurait donc frappé au visage. Sylvia se serait mise à pleurer en s'excusant et Stéphanie se serait également mise à pleurer en s'excusant. Donc, cette petite chicane-là se serait terminée de cette façon-là, mais pas pour Coy Hubbard de 15 ans qui était le petit copain de Stéphanie. Il s'est approché de Sylvia, il l'aurait pris par les cheveux et lui aurait enfoncé la tête dans un mur pour la punir d'avoir menti. Le soir même, donc lorsque Sylvia revient chez les Banisiewski, Gertrude est déjà au courant de ce qui s'est passé à l'école. Elle va également, elle aussi, frapper Sylvia à plusieurs reprises pour avoir inventé cette rumeur-là sur sa fille. Paula va également s'en mêler, elle va frapper Sylvia. Elle va tellement la frapper fort, ce qui va faire en sorte que Paula va se casser le poignet. Et plus tard, Paula va avoir un plâtre, mais le plâtre ne l'empêchera pas de continuer de frapper Sylvia, même que ça va lui servir d'arme. On sait qu'en début septembre, Sylvia et Jenny se seraient promenées dans un parc accompagnées de Mary Banisiewski, la petite âgée de 11 ans. Et elles auraient rencontré Diana, qui était dans le même parc là, avec ses enfants. Elles auraient commencé à discuter, à jaser ensemble. Puis Sylvia se serait tournée vers Jenny, lui aurait dit « Ah, il me semble que j'ai faim ». Et Mary lui aurait donné un bout de sandwich. Par la suite, le soir, lorsqu'elles sont revenues à la maison, Mary se serait donc plaint à Gertrude que Sylvia lui aurait volé son sandwich. Encore une fois, mais Sylvia aurait été punie, là, elle aurait été frappée d'avoir mangé le sandwich de Mary alors que c'est elle qui lui a donné. Une autre fois encore en septembre, alors que Sylvia et Jenny marchent dans le même parc, elles ont revu Diana qui est encore avec ses enfants et là, elle leur aurait demandé de l'aide pour aviser les parents, Lester et Elisabeth, là, que la relation avec Gertrude commence à être vraiment tordue. Qu'elles sont victimes de coups
et de mauvais traitements là, de la femme, mais également des enfants Baniszewski. Et là, elle commence à être victime également des mauvais traitements à l'école. Mais Diana, à ce moment-là, ne les aurait pas cru tout simplement parce que la dernière fois qu'elle a vu les filles, Mary Baniszewski, la petite âgée de 11 ans, leur aurait donné une sandwich. Donc, elle ne comprenait pas et elle pensait que les deux filles exagéraient. Et là, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler un petit peu partout, là, à l'école, dans le village, dans la ville, comme quoi que Paula serait enceinte et qu'elle aussi offrirait ses services d'escorte. Et encore une fois, sur qui c'est tombé? C'est tombé sur Sylvia. À ce qui paraît, c'était elle qui avait parti cette rumeur-là, alors que pas du tout. J'imagine que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, tout le monde s'acharne sur Sylvia. Ça a vraiment été le souffre-douleur de cette époque-là, de ce moment-là, de la ville, de l'école, des enfants Baniszewski et de Gertrude également, là. Donc, Paula serait une prostituée qui offre ses services et qui, en plus, est enceinte. Et lorsque Paula va apprendre que c'est Sylvia qui a parti la rumeur, ça va devenir encore pire que ce l'était. Gertrude, lorsqu'elle va l'apprendre, il est hors de question que Sylvia continue de s'acharner sur ses enfants. Donc, elle va demander une rencontre au salon de la maison. Donc, tous les enfants sont invités à la rencontre. On a donc Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Mary, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et Dennis Jr. là, qui a à peine 1 an là, à ce moment-là. Ils sont tous assis au salon avec Gertrude, et Gertrude demande à Sylvia de se mettre debout dans le salon. Elle va donc se mettre debout dans le salon. Jenny va s'asseoir à côté de Gertrude. Gertrude va tendre une bouteille en verre de Pepsi Cola à Sylvia et va lui demander de se l'insérer dans le vagin. Sylvia ne veut pas, Gertrude va insister. Sylvia va finir par accepter là, de force, évidemment, et Sylvia va se l'insérer. Après cet incident-là, Sylvia va devenir incontinente. Pourquoi? Parce que la bouteille a touché un peu de sa vessie, ce qui a affecté ses reins, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut plus se retenir. Donc, elle devient incontinente et commence à uriner un peu partout dans la maison. C'est à ce moment-là que Gertrude va finalement empêcher Sylvia, donc interdire Sylvia d'aller à l'école à partir de ce moment-là. Et elle va donc décider de l'enfermer dans le sous-sol puisqu'elle urine partout dans la maison. Quelques semaines plus tard, là, après que Sylvia soit enfermée dans le cachot, dans le sous-sol, l'école où Sylvia allait va recevoir un appel anonyme d'un homme qui prétend que dans la maison des Baniszewski, il y a une jeune fille qui erre dans la maison, qui se promène et qui a beaucoup d'échymoses, qui a beaucoup de plaies ouvertes. Que l'infirmière de l'école va se rendre chez les Baniszewski et va demander si c'est vrai qu'il y a une jeune fille qui se promène dans la maison. Gertrude va donc inventer un mensonge et dire que Sylvia, dans les derniers temps, était devenue incontrôlable, son hygiène de vie, son hygiène corporelle était insalubre et que c'était ça qui avait causé les plaies ouvertes et que finalement, Sylvia Likens avait décidé de s'échapper de la maison et qu'elle ne l'avait plus revue depuis ce temps-là. En août 1965, il y a 2 incidents qui, pour moi, auraient très bien pu, sans compter ceux où Sylvia et Jenny ont vu Diana. Ces 2 incidents-là auraient très bien pu sauver la vie de Sylvia. Le premier incident s'est déroulé avec le couple de voisins Vermillon. Donc, les Vermillon, c'était les voisins là, vraiment à côté là, de chez les Baniszewski. On a Phyllis et Raymond Vermillon qui organisaient un barbecue et ils ont invité la famille Baniszewski à prendre le barbecue avec eux. Et on sait que Phyllis a remarqué une jeune fille qui se promenait dans sa cour, qui mangeait le barbecue comme tout le monde, mais qui avait beaucoup de plaies sur le corps et qui avait un œil au beurre noir, donc un ecchymose là, à l'œil. Et à ce moment-là, Paula se serait approchée de Phyllis et lui aurait dit avec grande fierté là, que c'était elle qui lui avait fait ces œils au beurre noir là, parce qu'elle avait été pas très gentille d'inventer des rumeurs de comme quoi que c'était une prostituée. Une autre fois, Phyllis se rend chez Gertrude pour lui emprunter quelque chose. J'imagine que vous le savez, c'était sûrement du lait ou du pain là, entre voisins. On s'empruntait souvent ça, hein, jadis. Eh bien, Phyllis se rend chez Gertrude, frappe à la porte. Gertrude ouvre la porte et Phyllis lui demande de lui emprunter quelque chose. Et elle voit en arrière Sylvia qui erre dans la maison. Elle semble
elle semble pas être là. Elle est là physiquement, mais elle ne semble pas être là mentalement. Elle regarde un peu partout et elle semble vraiment là en train de paranoïer, être dans une phase de psychose complètement. Elle a les deux yeux au beurre noir, donc elle a des ecchymoses aux deux yeux et sont enflés, fermés. Elle panique là, Phyllis, mais elle se dit « j'ai pas à me mêler de ce qui me regarde pas » et elle retourne donc chez elle. Par la suite, on a l'affaire de la bouteille de Pepsi Cola et le fait que Sylvia se rend de force au sous-sol et devient la prisonnière. Lorsque Sylvia se retrouve enfermée au sous-sol, il y a une frénésie de psychose là, qui semble devenir générale. Donc Gertrude, Paula, tous les enfants Banisuski, mais également leurs amis se rendent dans le sous-sol et Gertrude voit un moyen là, de faire de l'argent avec Sylvia. Donc à chaque personne qui veut voir Sylvia, donc la bête, la chose, eh bien ils doivent donner 5 cents. Donc Gertrude finit par faire son argent avec ça et en plus du 20 $ qu'elle reçoit par semaine pour s'occuper des deux filles, ça commence à être quand même bien sa situation financière. Et là, avec ce 5 cents-là, ben les enfants, en contrepartie, peuvent frapper Sylvia comme ils veulent, donc laisser s'échapper leur colère. Et on sait pas trop pourquoi Gertrude et Paula prennent l'habitude là de prendre Sylvia, de la mettre dans un bain brûlant. Donc on sait qu'au sous-sol, il n'y avait pas de toilette ni de lavabo, mais il y avait un bain. Et elles remplissent le bain d'eau brûlante et elles plongent Sylvia dedans. Puis Paula aime bien frotter le corps au complet de Sylvia avec du sel. C'est vraiment à partir du sous-sol là, que Richard Hobbs, donc Ricky Hobbs, devient l'homme de main de Gertrude. Donc tout ce que Gertrude veut que Ricky fasse à Sylvia, ben Ricky va le faire. On sait que durant sa captivité au sous-sol, Gertrude et John Jr., donc âgés de 12 ans, là, vont frotter la couche pleine d'excréments et d'urine dans le visage de Sylvia, vont forcer Sylvia à manger les excréments de bébé Dennis et avec un grand verre d'eau, et vont lui dire que c'est la seule chose qu'il va manger de la journée. Quelque temps après, Gertrude va avoir la brillante idée de tatouer sur le ventre de Sylvia avec une aiguille qui a été brûlée à blanc. Je suis une prostituée et j'en suis fière. Elle va même demander à Ricky Hobbs de terminer le tatouage parce qu'elle n'est pas capable de le terminer elle-même. On sait que Jenny va réussir à écrire à Diana pour lui demander de l'aide parce que sa sœur est enfermée dans le sous-sol et que là, il n'y a plus rien qui va. Ensuite, Diana va contacter la DPJ. Donc, je sais pas si à cette époque-là, ça s'appelait la DPJ, mais elle va contacter la direction de la protection de la jeunesse ceux-ci vont arriver chez Gertrude et ils vont faire le tour de la maison, ils vont parler avec Gertrude et Gertrude va encore sortir le même mensonge là, comme quoi que Sylvia, durant les dernières semaines, était devenue incontrôlable. Elle couchait avec plein de garçons, elle est tombée enceinte et elle a décidé de partir, donc de s'enfuir avec le père du bébé. Et il se passera pas plus de questions que ça. La DPJ va partir tout simplement. Diana n'est pas très contente. Elle va elle-même décider de se rendre chez les Banisuski. Elle va frapper à la porte. Elle va demander à Gertrude de voir Jenny et de voir Sylvia. Et Gertrude va va menacer Diana que si elle ne part pas, elle va appeler la police et elle va porter plainte contre elle pour harcèlement. Diana va donc décider de partir, mais elle va faire fi de s'en aller. Elle va donc aller se cacher derrière une voiture et elle va attendre quand même assez longtemps que Jenny finisse par sortir de la maison. Et lorsque Jenny sort de la maison, elle va la prendre comme ça et Jenny va lui dire avec menace, là, après avoir été menacée par Gertrude, que Sylvia s'était enfuie là, et que tout ce qu'elle avait dit ce n'était pas vrai. Donc Jenny va donc partir et Diana va laisser ses deux petites sœurs comme ça bredouilles, elle ne peut rien faire de plus. On sait que le 23 octobre 1965, Gertrude et Paula vont réveiller doucement Sylvia. Elles vont l'aider à se lever, à monter les escaliers du sous-sol. Elles vont aller lui couler un bain chaud, moussant. Elles vont laver ses cheveux, laver son corps et essayer de panser ses plaies. Elles vont par la suite l'aider à l'habiller et elles vont l'aider à s'asseoir sur la chaise de la cuisine. Par la suite, elles vont mettre une feuille et un crayon devant la jeune fille et Gertrude va la regarder dans le blanc des yeux et l'obliger à écrire ce qu'elle va lui dire. Je suis allée avec un gang de garçons au milieu de la nuit. Ils ont dit qu'ils me paieraient si je leur donnerais ce qu'ils voulaient. Alors, je suis montée en voiture et ils ont tous obtenu ce qu'ils voulaient.
Quand ils ont eu fini avec moi, ils m'ont battu, me faisant des plaies sur mon visage et mon corps. Ils ont ensuite écrit sur mon ventre « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Donc, cette lettre était donc un aveu de Sylvia qui disculpait complètement Gertrude et ses enfants, et c'était donc une preuve. On sait que le 25 octobre, Sylvia va donc tenter de s'évader. Il y a des voisins, donc je soupçonne les vermillons, qui entendent le 25 octobre là, des cris et comme si quelqu'un tapait dans un mur. On pense que ce serait Sylvia qui aurait tapé dans les murs du sous-sol avec une pelle en métal, parce qu'il y a une pelle en métal qui a été retrouvée là, et beaucoup comme si le mur avait un peu été arraché à cause de la pelle. Donc on pense que c'est elle, et après mûre réflexion, les voisins vont aussi constater que ça ressemblait aux cris que Sylvia aurait pu avoir le 25 octobre. Mais encore une fois, il n'y a rien qui avait été fait cette soirée-là, puisque à 3 heures du matin, les cris s'étaient stoppés net. Le 26 octobre 1965, Gertrude va donner un verre de lait et un beignet à Sylvia. Sylvia ne sera pas en mesure de manger le beignet, mais elle va tenter de boire le verre de lait qu'elle va échapper sur le sol. En effet, là, la jeune fille, elle est déshydratée. Elle est en manque de nutriments, en manque de vitamines, elle est amaigrie, elle n'a plus d'énergie. Elle a donc beaucoup de difficultés là, à prendre des choses dans ses mains. Elle va échapper le verre de lait, ce qui va faire en sorte que Gertrude va se fâcher contre elle. On sait que cette journée-là, Sylvia gémissait beaucoup. Elle semblait paranoïaque, elle se parlait toute seule et elle semblait vraiment là, en début de psychose. En effet, c'est tout à fait normal lorsqu'une personne a très soif, lorsqu'une personne est déshydratée, qu'elle se mette à paranoïer, même à halluciner. Cet après-midi-là, donc l'après-midi du 26 octobre, les enfants Baniszewski ainsi que leurs amis vont encore se rendre dans le sous-sol pour battre Sylvia et faire d'elle une poupée. Et à un moment, ils vont se rendre compte que Sylvia ne semble pas bouger, elle ne répond plus. Stéphanie et Paula vont donc l'emmener dans le bain pour essayer de la réveiller. Mais Stéphanie va se rendre compte que Sylvia ne se réveille pas et qu'elle ne respire pas. Elle va donc la sortir du bain, tenter de lui faire le RCR, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Stéphanie ne sent aucun pouls provenant de Sylvia. Alors, elle va donc demander, en hurlant, d'appeler une ambulance. Ricky Hobbs va donc sortir de la maison, courir au téléphone public le plus près, va contacter le 911. Quelques minutes plus tard, il y a des policiers et des ambulanciers qui vont arriver. Mais malheureusement, la jeune Sylvia Likens, âgée de 16 ans, était déjà décédée. À ce moment-là, Jenny va tout simplement marcher vers un des policiers, va lui dire « Sortez-moi d'ici et je vous dirai tout ». Au même moment, Gertrude va s'approcher d'un autre policier et va tendre la lettre que Sylvia avait écrite la veille, soit celle du gang qui lui avait fait un beau tatouage sur le ventre. Cette journée-là, Gertrude, Paula, Stéphanie, John, Hobbs et Hubbard vont être arrêtés et accusés de meurtre. Mike Monroe, Randy Lepard, Duke et Cisco vont être arrêtés pour blessure à une personne. En tout, cette journée-là, le 26 octobre 1965, plus d'une douzaine de personnes vont être arrêtées en lien avec le décès de Sylvia Likens. En mai 1966, soit au procès de Gertrude, il y a le médecin légiste qui va arriver à la barre et il va dénoter que durant l'autopsie de Sylvia Likens, il a confirmé 100 blessures, donc 100 brûlures de cigarettes qui avaient été découvertes sur le cadavre. Sa cavité vaginale était enflée, fermée. Mais par exemple, son hymen était intact. Ce qui réfutait les dires de Gertrude comme quoi que Sylvia était une prostituée. Tout le corps était en ecchymose, il y avait des lésions nerveuses, certains muscles étaient déchirés, ses lèvres avaient été fendues visiblement par elle-même. Le médecin légiste va penser que, en fait, lorsque Sylvia était stressée, anxieuse, elle se mordait les lèvres pour essayer de se calmer. Il y avait des échaudures sur son corps. Ça, c'est sûrement le résultat de l'eau bouillante qui avait fait fondre la peau. Les ongles étaient cassés et renversés. Elle souffrait de malnutrition. Elle souffrait également de déshydratation. Et pendant son procès, Gertrude va accuser tous ses enfants, disant que durant cette période-là, elle est tombée gravement en dépression. Justement, cette dépression-là, elle a été diagnostiquée un peu avant le procès parce qu'elle a quand même eu droit à des évaluations psychologiques. Et elle va mettre la faute sur sa dépression, comme quoi qu'elle était forcée d'être couchée dans son lit, elle avait plus d'énergie pour s'occuper de ses enfants, plus d'énergie pour s'occuper du bébé Dennis, elle savait pas ce qui se passait dans la maison, elle était alitée, elle dormait presque toujours. C'est vrai que parfois elle entendait crier, elle entendait rire, mais elle n'avait même pas la force d'aller voir ce qui se passait dans la maison.
Le procès de Paula, lui, par contre, va être annulé, donc reporté, puisque Paula, en effet, elle était enceinte et elle a donné naissance à une petite fille qu'elle va appeler Gertrude en hommage à sa mère. Et on sait que à ce moment-là, la peine de mort va être demandée, même pour John Jr. qui, à ce moment-là, avait 13 ans, et même pour Hobbs qui, à ce moment-là, avait 14 ans. Le procès va vraiment changer, il va y avoir une tournure, là, un très grand changement, parce que Mary va venir à la barre. Ça va être la première Baniszewski à dire la vérité, à dire ce qui s'est vraiment passé et à raconter aussi ce que Sylvia a vécu de A à Z. Donc les brûlures, les bains d'eau bouillante, le frottage de sel sur son corps, la bouteille de Pepsi Cola, le fait que Paula la frappe, Gertrude la frappe, tout le monde la frappait. Elle va vraiment tout raconter ce qui s'est passé. On sait que Gertrude va être reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. John, Hubbard et Hobbs vont être reconnus coupables d'homicide volontaire et condamnés à 18 mois seulement de prison. Hobbs, on sait qu'il va faire une dépression nerveuse en prison. Il va se mettre à beaucoup fumer et il va développer un cancer du poumon à l'âge de 20 ans. Puis seulement un an plus tard, donc à l'âge de 21 ans, il va mourir de son cancer du poumon. Paula, elle, va être condamnée à la prison à vie, mais en septembre 1971, elle va demander d'être rejugée. Gertrude aussi va demander d'être jugée à ce même moment-là. Et par contre, Paula, elle, va plaider coupable d'homicide volontaire pour justement qu'elle puisse sortir un jour de prison là, et qu'on ne la condamne pas à la prison à vie. Elle va être donc reconnue coupable et elle va purger une peine de 2 à 20 ans de prison. La même année, donc en 71, elle va tenter de s'évader 2 fois de la prison. Et l'année suivante, en 1972, elle va sortir de prison. Elle va avoir fait là, son temps. Et par contre, Gertrude, elle va toujours être condamnée à la prison à vie. On sait qu'elle travaillait à l'atelier de couture et vraiment, c'était la maman là, de l'établissement. En 1985, elle va demander une libération conditionnelle et là, ça va être la folie furieuse dans les rues. Beaucoup de gens vont être contre cette libération-là, mais malgré tout, Gertrude va obtenir cette libération conditionnelle-là. Elle va également changer de nom pour s'appeler Nadine Van Fossen et elle va aller finir ses jours chez sa fille, Paula Baniszewski, qui elle aussi là, a changé de nom là, après être sortie de prison. Puis, elle va être découverte dans les années 2000. Paula travaillait dans une école et l'école va recevoir là, un appel anonyme qui va mentionner que Paula avait été reconnue coupable d'avoir torturé une fille dans les années 65 du nom de Sylvia Likens. L'école va donc faire une recherche d'antécédents judiciaires et vont tomber surpris de cette nouvelle-là et va donc renvoyer Paula Baniszewski, qui ne s'appelait plus comme ça à ce moment-là. Gertrude va donc mourir à 61 ans, soit le 16 juin 1990, chez sa fille Paula, du cancer du poumon. C'est très rare là, que dans ce genre d'affaires-là, je vais dire ce que je pense, mais j'ai vraiment envie de... Il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête lorsque j'ai fait les recherches pour cette vidéo-là. La première chose, c'est... il y a l'expérience psychologique de Milgram qui m'est venue en tête. Si vous la connaissez pas, allez la voir, là, je l'expliquerai pas dans cette vidéo-ci, c'est vraiment long, là, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. En fait, c'est une expérience qui essaie d'évaluer, donc de calculer jusqu'à quel point l'humain va obéir à une autorité, même si cette autorité-là va dépasser complètement là, ce qu'il a appris, donc ses valeurs morales. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à ça parce que on se pose beaucoup de questions. On va souvent parler de l'affaire de Sylvia Likens comme étant un drame vraiment tragique. C'est vraiment horrible ce qu'elle a vécu. Mais on se pose pas les vraies questions. Moi, je me demande pourquoi, comment on a pu en arriver là. Comment autant d'enfants qui ont été élevés dans des familles différentes ont pu tous jouer un rôle dans le décès de Sylvia. Parce que il y a 12 personnes qui ont été arrêtées cette journée-là, mais il y a d'autres enfants là, du quartier qui ont participé à la torture de Sylvia. Et ces enfants-là n'étaient pas tous des frères et sœurs, c'était pas juste les voisins de Sylvia. Non, il y avait beaucoup d'adolescents, d'enfants qui participaient à ça et de tous âges. Et lorsqu'on sait qu'un enfant va terminer de développer son sens moral à l'âge de 7-8 ans, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant de 12, 13, 14, 15 ans se met à battre une autre enfant
une autre adolescente de son âge, de sa propre espèce? Moi, c'est vraiment ce genre de questions-là qui me viennent à l'esprit. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour que ça fasse ça. Et moi, ben l'expérience de Milgram, c'était exactement ça. C'est une figure d'autorité, là. On sait que cette expérience-là a été faite sur des adultes. Et on sait ben, que les blouses blanches sont une forme d'autorité. Les policiers, les ambulanciers, les médecins, les juges, les avocats, c'est une forme d'autorité. Mais pour des adolescents, une adulte, une mère de famille va être une genre d'autorité. Est-ce que ça peut être ça qui a causé le décès de Sylvia, que tout le monde obéisse à Gertrude? Parce que durant le procès, ça a été dénoté que Gertrude donnait des ordres aux enfants, aux adolescents. Je dis souvent enfants, mais c'était des adolescents, là. Donnait des ordres aux adolescents. Faites ça à Sylvia, faites ci, faites ça. Donc, vraiment, ça a comme vraiment contribué là, au fait que ben, Sylvia décède, parce que sans ça, elle serait encore en vie, ou elle aurait pu, du moins, peut-être s'en sortir, là. Et il y a une autre question aussi qui m'est venue en tête, c'est à quel moment, à quel point on peut carrément oublier la façon dont on a été élevé pour peut-être être cool. Est-ce que c'était une des raisons? Est-ce que lorsque les enfants étaient invités chez les Banissouski, c'était cool? Et est-ce que pour rester cool, ils devaient frapper Sylvia, donc ils acceptaient de frapper Sylvia pour être cool, avoir une certaine notoriété à l'école, au village, ou bon, parmi les adolescents là, du quartier. Voilà, donc moi, c'était vraiment ce que je me demandais, là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. J'apprécie toujours vos commentaires, c'est vraiment très intéressant de vous lire. Et sur ce, ben moi, je vais vous laisser. Voilà que je pense que la vidéo est quand même assez longue. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Ciao, ciao!